Bonjour à tous et à toutes. Je vais tout d'abord vous présenter tous les membres de mon groupe édifice, Marina, Oriane, Elsa et notre doctorant Kevin Bourgeois. Une semaine sur deux, les mardis après-midi, nous nous sommes rendus au LIFO, le laboratoire d'informatique fondamentale d'Orléans, pour travailler sur cette thèse qui se nomme « Solution de parallélisme implicite pour des problèmes géographiques intégrant de gros volumes de données hétérogènes ». Pour mieux comprendre ce que nous avons fait tout au long de cette année, il est indispensable de savoir ce qu'est un algorithme. Un algorithme est une suite d'instructions permettant de résoudre différents types de calculs, tels que le calcul de l'intersection de deux droites ou bien le PGCD que va tout de suite vous expliquer Marina. Le calcul du plus grand diviseur commun, PGCD, plus connu sous le nom d'algorithme d'Euclide, dont on peut voir sur l'illustration à votre droite. Cet algorithme prend en entrée deux entiers, A et B. A doit être impérativement supérieur à B, sinon on inverse. La première étape consiste à calculer le reste de la division de A par B. Si le reste R égale 0, alors A égale B, sinon A égale B et B égale R. Comme on peut le voir dans l'exemple, A égale 64 et B égale 56. On fait 64 divisé par 56 et on fait le reste 1 fois 56 plus 8. Parfois, plusieurs étapes d'un algorithme peuvent être effectuées en même temps, ce qui nous permet d'utiliser le parallélisme. Le parallélisme consiste donc à trouver les tâches indépendantes qui peuvent être réalisées simultanément. Et la difficulté réside donc dans le fait de trouver les tâches indépendantes. On peut comparer le parallélisme à une recette de cuisine, comme celle qui vous est projetée à ma droite. Vous pouvez voir que l'on peut faire battre les œufs en même temps que l'on fait fondre le chocolat. Ces deux étapes correspondent à des tâches indépendantes. Et enfin, pour passer à l'étape suivante, il faut qu'ils aient tous les deux terminé leur étape et qu'il y ait ce qu'on appelle une synchronisation. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont fini et là-dessus, cela correspond aux barres noires. Lorsqu'on parallélise un algorithme, on doit distribuer les données qui sont utilisées. En effet, les données sont de plus en plus volumineuses et donc elles ne peuvent pas être stockées directement sur des ordinateurs ordinaires. On a donc besoin de gros serveurs pour entreposer ces données. Pour les traiter, il faut utiliser des algorithmes performants pour accéder à ces données de façon parallèle en évitant tous les problèmes de conflit. Par exemple, essayer de lire ou d'écrire plusieurs fois la même chose en même temps par différents processeurs. Aujourd'hui, les gros volumes de données sont utilisés en météorologie, notamment pour prédire la position des nuages, le temps ou les catastrophes naturelles. Donc pour stocker les données, on peut utiliser deux types de données, les données matricielles et les données vectorielles. Elles représentent un positionnement géographique. Les données matricielles sont un ensemble de données où les éléments géographiques sont représentés selon une matrice constituée de lignes et de colonnes. Par exemple, ici, nous pouvons voir une carte numérique qui représente la région du Loiret. Les données vectorielles permettent une représentation de la position spatiale des éléments géographiques à l'aide de points et de lignes. Les lignes représentent des cours d'eau, des routes, des forêts. Les points peuvent représenter des éoliennes, des stations, et les polygones des forêts, des régions urbaines. Ces données peuvent être utilisées pour calculer les flux d'accumulation. Cet algorithme se fait en deux étapes. Il utilise des données matricielles. Le modèle numérique de terrain est une matrice qui permet de savoir la hauteur dans chaque case. Dans le tableau du milieu, nous pouvons voir un tableau permettant de calculer la direction d'une goutte. Donc on indique la flèche vers la case ayant la hauteur la plus petite. Pour faire le parallélisme utilisant 4 processeurs dans cette matrice, nous pouvons la découper en 4 pour que chaque processeur le réalise individuellement. Mais il faut que les processeurs aient des lignes communes pour pouvoir tout calculer. Ce sont les lignes fantômes qui servent au calcul mais ne sont pas modifiées. Les flux d'accumulation consistent à calculer le nombre de cellules que chaque cellule draine, du MNT, c'est-à-dire le nombre de cellules qui s'écoulent vers une autre cellule. Ce calcul peut être effectué grâce aux directions qu'on a calculées précédemment. Par exemple, là, la case a 3 gouttes, parce qu'on considère que chaque cellule a une goutte. Et là, il y a une goutte qui tombe et une autre là, donc c'est pour ça que ça fait 3.
Ce calcul est difficilement paralysable car il est moins régulier et moins prédictible. Les flux d'accumulation permettent d'extraire les cours d'eau. Grâce à cela, on peut voir où se situe la Seine ou la Loire. Comme on a pu le voir, les données sont de plus en plus volumineuses et donc de plus en plus longues à traiter. Le parallélisme permet d'accélérer les traitements mais se relève compliqué à mettre en œuvre. On utilise donc ce qu'on appelle le parallélisme implicite qui permet d'utiliser automatiquement les spécificités des machines, c'est-à-dire des ordinateurs avec beaucoup plus de processeurs et beaucoup plus de mémoire et donc des schémas de communication compliqués. Par exemple, si on considère un tableau de 8 éléments et qu'on veut appliquer la fonction sinus à chacun des éléments, cela voudrait dire que cette fonction est appliquée à tous les éléments du tableau en même temps et qu'on n'a pas besoin d'écrire le code pour chaque processeur, ce qui simplifierait l'accès du parallélisme. Merci de votre attention. Des questions dans la salle? Alors j'en ai une petite. Vous nous avez montré une énorme machine parallèle, une belle armoire. Est-ce que vous en avez vu d'autres des machines parallèles, peut-être moins impressionnantes? Est-ce que vous savez s'il y a du parallélisme ailleurs? Normalement, moi, je leur ai montré des machines plus petites, juste mon PC par exemple. Je leur ai montré la grappe du LIFO, donc, qui sont des trucs beaucoup plus petits. Mais voilà. Même jusque dans leur poche. Jusque dans leur smartphone, voilà. Les processeurs sont multicœurs, donc il y a Exactement. du parallélisme dans tous les téléphones que vous possédez. Je leur ai même montré des plus petites machines qui sont des Raspberry Pi, qui eux-mêmes déjà possèdent plusieurs cœurs. Donc voilà. L'aspect essentiel de ce type de recherche. Exactement. Merci à vous.